des actus, des coups de cœur et quelques tranches de notre vie, saison 6. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et on est ravis de vous retrouver pour ce 5e épisode de la saison 6 de Tranches de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler « C'est pas la taille qui compte ». Alors, disclaimer, c'est pas moi qui ai choisi le titre de cet épisode. Pour une fois. Donc voilà, si vous avez des commentaires, des suggestions à faire sur ce titre, je vous laisse vous adresser à Max. Dans tous les cas, merci à toutes et à tous pour votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode pour nous aider à rester visibles et nous encourager à vous le proposer aussi régulièrement que possible, contre vents et marées. Et c'est pas la taille de l'épisode qui compte, mais on essaye toujours de s'en tenir quand même à 30 minutes. Alors Max, on commence par une rubrique actu sur les élections aux États-Unis. Alors aux États-Unis, c'est pas la taille de la fraude qui compte, puisque tu vas nous expliquer qu'il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Eh oui, voilà. Alors aujourd'hui, on est à quelques jours des élections américaines qui se tiendront dans la nuit de mardi à mercredi prochain pour nous, puisque c'est le 5 novembre aux États-Unis que se tiennent les élections. Les candidats républicains et démocrates ont tenu leur dernier grand rassemblement, l'un à New York et l'autre à Washington. Et on aurait pu aujourd'hui vous parler de Donald Trump en tenue d'éboueur et des remarques abjectes de ses soutiens lors de cet événement au Madison Square Garden, ou de la confirmation que Kamala Harris est en fait une piètre oratrice, ou des derniers sondages pour tenter de vous rassurer, vous, auditeurs européens, qui craignent légitimement, selon nous, une nouvelle victoire de Donald Trump, alors qu'en fait, on n'en sait rien. La marge d'erreur, tout ça. On vous avait expliqué ça la dernière fois. Par contre, d'ores et déjà, cette petite musique qui se fait entendre du côté de Trump et de ses supporters, de ses soutiens, sur le fait que ces élections seront truquées et pleines de fraude, bien sûr s'il ne gagne pas, notamment en utilisant l'argument selon lequel des milliers d'immigrants illégaux seraient importés par l'administration Biden-Harris pour voter frauduleusement en masse. Voyons. Alors tout ceci parce qu'il n'est pas obligatoire partout aux États-Unis de présenter une carte d'identité pour voter. Alors ça nous paraît à nous, Européens, assez absurde, mais en fait, ça s'explique. Alors on vous en dit plus là-dessus, on s'est dit que ce serait intéressant de revenir sur cette polémique et sur ce qu'il y a derrière. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière la polémique de voter ce qu'on appelle le voter ID, c'est-à-dire l'identification pour voter? Alors comme je vous le disais, c'est une polémique qui est entretenue en particulier par les supporters républicains et sur le fait que ça engendre une fraude électorale potentiellement massive. Et ça, vous imaginez tout de suite Donald Trump dire une fraude massive. Et d'ailleurs, il cherche en ce moment, on découvre dans les médias qu'ils sont, les républicains, à la recherche de tous les arguments possibles pour contester les résultats de l'élection au lendemain du 5 novembre, si ça ne leur plaît pas. Exactement, sans doute une petite manière de planter quelques graines au travers de cette polémique. Alors, du côté des opposants à de telles obligations, on fait valoir que ce serait une contrainte lourde pour les votants et que ça ciblerait en particulier les minorités aux faibles revenus et qui n'ont pas de tels documents, les personnes âgées ou handicapées. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a pas de carte nationale d'identité comme chez nous, où tout le monde a sa carte d'identité, c'est obligatoire, on l'a tous et c'est gratuit. Que c'est le permis de conduire qui sert la plupart du temps de document d'identité. Et du coup, que ceux qui n'ont pas les moyens ou pas le besoin d'avoir le permis n'ont pas ce document. Et que s'il existe des documents alternatifs fournis par les États, en fait, c'est un certain processus administratif qui n'est, selon les opposants, pas à la portée de tout le monde. Et si les opposants sont majoritairement démocrates, les sondages indiquent que 60% des démocrates et au total 80% des Américains sont en fait pour une obligation de présenter un tel document d'identité lorsque l'on vote. Alors, revenons d'abord sur les règles. Il faut savoir que les règles pour le vote aux États-Unis dépendent des lois fédérales d'une part, mais aussi des lois spécifiques à chaque État. Du coup, c'est un peu un spaghetti, c'est un peu compliqué. Alors, que dit la loi fédérale ? Une loi de 2002 établit que ceux qui s'inscrivent pour voter pour la première fois, par correspondance, doivent prouver leur identité avant de voter. Par exemple, en inscrivant leur numéro de permis de conduire dans le formulaire d'inscription, ou alors en prouvant leur identité avant que le vote soit enregistré.
Alors les lois électorales au niveau des États, elles sont un peu complexes et elles changent selon si on vote en personne ou par correspondance. Certains États sont aussi exigeants sur le type d'identification qui est accepté. Bon alors qui ça concerne ? Sur les 51 États américains, 35 demandent une identification pour voter lors des élections et 24 d'entre eux demandent que l'identification ait une photo. 11 acceptent des documents sans photo. Dans les 16 autres États, pas besoin d'avoir un document d'identification avec soi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vérification en amont lors de l'inscription sur les listes électorales, mais alors en général, il faut prouver son identité en donnant des informations personnelles, nom, adresse, ou signer un registre ou une déclaration sur l'honneur. Et puis on se rappellera qu'aux États-Unis, la fraude électorale, c'est un crime, et donc si vous êtes, si a posteriori on découvre que vous avez fait l'objet d'une fraude électorale, eh bien derrière il y aura des répercussions. Alors en fait, la polémique sur le vote est avant tout, ou concerne avant tout les votes par correspondance, parce qu'on imagine que la fraude est plus facile dans ce cas. Et oui, parce qu'aux États-Unis, il y a différentes manières de voter. Alors, soit on vote en personne, le jour de l'élection, soit on vote en avance. Alors en personne, on peut voter de manière anticipée, souvent 2 semaines avant les élections, par courrier, ou via des boîtes où les citoyens déposent leurs bulletins remplis et cachetés. C'est extrêmement rare aux États-Unis de voter par procuration, à l'inverse de la France par exemple, où c'est finalement l'autre solution si on ne peut pas voter en personne. Le vote par correspondance est possible dans 47 États, mais pas partout. C'est par exemple quasiment impossible dans 3 États, l'Alabama, le Mississippi et le New Hampshire, sauf dans des cas très spécifiques. Alors dans les votes par correspondance, on a aussi les votes de l'étranger, qui sont transmis par courrier, et seulement si la personne en fait la demande auprès de son État d'origine, et le vote des militaires déployés. Et dans les faits, ça représente un nombre très élevé de bulletins, 42% des votes en 2020. Et c'est aussi un défi pour le comptage des votes, car en règle générale, au niveau local, les bulletins du jour sont comptés en premier, une fois que les bureaux de vote ont fermé. Et ensuite, seulement, on commence le comptage des sacs de vote par correspondance. Et les règles diffèrent aussi par État sur quand est-ce que ces votes en avance peuvent être comptés. Certains États acceptent que on puisse compter ces votes en avance, d'autres non. Pour d'autres, ça dépend aussi de la date qui figure sur le timbre. Est-ce que c'était avant l'élection ou avant une certaine date ? Alors dans les faits, quels sont les mécanismes pour les bulletins par correspondance ? Eh bien, selon les États, il y a différents mécanismes de vérification. D'abord, la signature est obligatoire pour tout le monde. Parfois, cette signature est comparée à la signature qui existe dans les registres. Et certains États ont aussi un système de tracking pour que les votants puissent vérifier s'ils ont bien demandé, si le bulletin par correspondance qu'ils ont demandé a bien été envoyé, s'il a bien été reçu, enregistré, puis comptabilisé. Les lois fédérales exigent aussi que les listes électorales soient tenues à jour pour éviter que des fraudes aux personnes décédées, par exemple, ou de double vote suite à un déménagement n'aient lieu. Les boîtes où sont déposés les bulletins, puisqu'on n'est pas obligé nécessairement de renvoyer son vote par courrier, eh bien, elles sont aussi très surveillées, même si on a vu cette semaine des images d'une boîte où le feu a été mis et donc on a vu les pompiers intervenir. Alors on peut imaginer que les électeurs seront contactés dans ce cas-là pour voter à nouveau. Bon, dans la réalité, et c'est vraiment, on arrive au bout de cette rubrique, quel est le taux de fraude ? Alors, suite aux élections de 2020 et la contestation électorale de Donald Trump et de ses équipes, il y a eu beaucoup de polémiques, mais dans les faits, dans ces différentes investigations qui ont été mises en œuvre, dans les 6 États où c'était particulièrement contesté, il y a eu moins de 475 ou 475 votes effectivement frauduleux à mettre au regard de millions de votes déposés. Et dans tous les cas, ça n'aurait pas changé le résultat de l'élection puisque Joe Biden a gagné les élections en 2020 dans les 6 États contestés par plus de 311 000 votes. Alors, autre élément intéressant, est-ce que la fraude finalement est possible à grande échelle ? Eh bien, en fait, compte tenu de la nature décentralisée des élections aux États-Unis, et de leurs différents systèmes et de leurs différentes règles, de leurs différents modes de contrôle, en réalité, c'est quasiment impossible. Il faudrait arriver à déjouer ces différents systèmes dans toutes leurs différentes nuances et à réussir à garder le secret alors qu'un grand nombre de personnes seraient impliquées, puisque, par exemple, si jamais vous votiez à la place de quelqu'un et que cette personne venait ensuite voter, on se rendrait compte que là, il y a eu fraude.
Voilà pour cette petite rubrique. On espère que ça aura été intéressant pour vous de découvrir cette réalité aux États-Unis. Comme quoi la taille, ça compte finalement. L'ampleur de la fraude, ça compte. 475 votes dans un pays de 270 millions d'habitants. C'est pas tant que ça. C'est pas énorme, et surtout, mais en même temps, ça prouve que la fraude peut être détectée de façon efficace. Merci Max. Alors, Guillaume, aujourd'hui, toi, ton actu, c'est sur l'Ukraine. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Effectivement, l'Ukraine, on n'en a pas parlé depuis avant l'été. Et on va pas se mentir, il s'est passé pas mal de choses pendant ces quelques mois. Alors, en Ukraine, c'est pas la taille qui compte, mais malheureusement, un peu quand même, notamment la taille des armées et la qualité des armes que peut utiliser l'armée ukrainienne pour se défendre. Alors, on n'avait pas refait de point sur cette situation, comme je l'ai dit. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en termes de taille, il s'est passé beaucoup de choses. La première information importante, c'est qu'au cœur de l'été, l'Ukraine a lancé une incursion en territoire russe dans la région de Koursk, au nord du pays, au nord de l'Ukraine, pas de la Russie. Elle a été commencée par surprise le 6 août, avec plusieurs milliers de soldats qui ont profité de faiblesses dans le dispositif de défense russe pour franchir la frontière et tenir en quelques jours plusieurs centaines de kilomètres carrés dans la région. On parle de 600 à 700 kilomètres pour les 2 seules premières semaines d'incursion. Cette incursion ferait partie, selon le président Zelensky, d'un plan pour la victoire. C'est pas très clair exactement ce qu'il veut dire par là. On ne sait pas exactement ce que ce plan recoupe, même si on peut s'attendre à ce que ce soit, par exemple, un échange de terres au moment où les deux parties seront en mesure de négocier. Ce n'est malheureusement pas demain. On y reviendra. Par ailleurs, un conflit en appelant un autre, on vous avait parlé de la guerre à Gaza et au Liban dans notre dernier épisode et des frappes israéliennes sur l'Iran notamment. On sait que certaines de ces frappes ont touché des usines de production de drones Shahed, très prisées par la Russie, mettant potentiellement un terme ou au moins temporairement aux livraisons entre les deux pays. Ça n'empêche pas les Russes de lancer les attaques. Cette nuit encore, on est le 2 novembre, une attaque avec plus de 71 drones a été lancée sur Kiev, qui a annoncé avoir réussi à intercepter 35 de ces drones. La nouvelle la plus alarmante et la plus importante peut-être dans ces dernières semaines, c'est la confirmation par les services secrets américains de l'envoi de troupes nord-coréennes pour se battre dans le pays, pour se battre en Ukraine. Selon les renseignements US, au moins 10 000 soldats nord-coréens auraient déjà été déployés en Russie et dans les territoires occupés en Ukraine, dont près de 8 000 justement dans la région de Koursk, où on vient de vous le dire, l'Ukraine a réalisé une percée et serait quasiment en mesure de combattre. Donc, dans la région de Koursk, par exemple, on imagine que la Russie n'a plus les moyens aujourd'hui d'envoyer des soldats qui sont mobilisés sur le front sans le déstabiliser à Koursk. Elle a donc trouvé cette solution très pratique après avoir utilisé, on vous en avait parlé l'année dernière, des armes nord-coréennes, notamment des munitions nord-coréennes sur le terrain. Son partenaire favori sur la scène internationale va donc l'aider en envoyant de la chair à canon pour reprendre potentiellement cette partie de Koursk où les Ukrainiens ont fait une incursion. Il faut savoir qu'on n'a aucune information ou très peu d'informations sur le niveau de ces soldats. On sait qu'ils ont été partiellement entraînés par la Russie, mais sur une période très courte de seulement 1 ou 2 semaines. On ne sait pas d'où ils sortent. On entendait déjà des rumeurs comme quoi certains auraient commencé à déserter avant même leur envoi sur le front. On n'en sait pas beaucoup plus. En tout cas, le ministre américain de la Défense a lui-même dit que ça constituait une escalade militaire, selon lui, puisque la Russie donc ouvertement demande désormais l'aide de soldats d'un autre pays que la Russie elle-même. Par ailleurs, il y a quelques jours, les ministres des Affaires étrangères russes et nord-coréens se sont rencontrés à Moscou et la Corée du Nord a assuré à la Russie qu'elle allait renforcer son arsenal nucléaire. Alors le président ukrainien a par ailleurs accusé vendredi soir dans un message publié sur Telegram ses alliés d'attendre que l'armée nord-coréenne d'ailleurs commence à attaquer les Ukrainiens. Je cite, « Nous voyons désormais tous les sites où la Russie rassemble sur son territoire ses soldats nord-coréens, tous leurs camps », a insisté Volodymyr Zelensky. Et l'Amérique regarde, le Royaume-Uni regarde, l'Allemagne regarde. À noter, en parlant de l'Allemagne, notamment par la voix de son chancelier Olaf Scholz, en très mauvaise posture sur le plan politique en Allemagne,
Il a largement assagi sa position sur l'Ukraine, on va utiliser ce terme, au cours des dernières semaines, en appelant même à ouvrir des discussions avec les Russes, discussions dont on imagine à ce stade assez facilement qu'elles seraient à sens unique et ne permettraient sans doute pas de sauvegarder l'intégrité territoriale ukrainienne, même si le chancelier a également dit qu'elle ne devrait pas être prise, je cite, au-dessus de la tête de l'Ukraine. Le risque est en tout cas réel que cela arrive. Il faut savoir que Volodymyr Zelensky, après avoir demandé des avions l'année dernière, mais c'était une ligne rouge à ne pas franchir, on sait qu'elle a été allègrement franchie depuis, il a demandé beaucoup cette année des armes qui permettent de frapper, des munitions qui permettent de frapper plus loin dans le territoire russe. Alors on vous en a parlé dans un des derniers sujets qu'on a fait au mois de juin dernier. Certaines armes ont commencé à être livrées, mais les pays sont toujours réticents, en tout cas l'Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni, puisque la France a laissé planer un flou assez pratique sur le sujet, sur les armes qu'elle livrait, mais des pays sont assez réticents à ce que l'Ukraine les utilise pour frapper loin dans le territoire russe, justement au nom de ne pas lancer une escalade. On peut aussi imaginer que là où le ministre américain de la Défense annonce justement que l'arrivée des Nord-Coréens constitue une escalade, ça peut être l'occasion pour les États-Unis de répondre à cette escalade de façon proportionnée en disant désormais on autoriserait les Ukrainiens à frapper plus loin dans le territoire russe. Aucune décision ne sera prise avant les élections la semaine prochaine naturellement, mais voilà, d'ici là, une fois que les élections seront passées, on regardera tous avec beaucoup d'inquiétude ou beaucoup d'intérêt ce qui se passera en fonction du résultat de ces élections. Alors tout récemment encore, et malgré ou à cause de la proximité justement de ces élections, les États-Unis ont annoncé une nouvelle aide de 425 millions de dollars qui inclut, selon le ministère de la Défense, de l'équipement de défense antiaérienne, des munitions pour l'artillerie, des véhicules blindés et des armes anti-chars. La situation actuelle n'est donc pas vraiment à la faveur des Ukrainiens où leur front recule. Ils ont perdu plus de 400 km² au cours du mois d'octobre. C'est une des plus fortes pertes depuis le début de la guerre. Le commandant en chef, d'ailleurs, a déclaré que l'offensive russe actuelle, qui dure depuis plusieurs mois déjà, est la plus dure et la plus puissante depuis le début de l'invasion. Alors, champ du signe côté russe, obligé de recourir à une armée extérieure pour se maintenir, ou effondrement ukrainien. On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Mais pour l'instant, la situation est particulièrement compliquée pour les Ukrainiens qui défendent leur territoire et on espère que les élections américaines apporteront un peu de clarté là-dessus. Ou malheureusement des défis plus grands, parce qu'effectivement, si Donald Trump venait à gagner ces élections, eh bien, ça serait très très compliqué pour Zelensky et pour l'Ukraine. Sans transition, Max, pour terminer ce point actu, pétition pour un statut unique de l'entreprise dans toute l'Union européenne. Bah oui, vous n'allez pas vous laisser sans un petit sujet sur l'Union européenne, un peu technique, mais Max, tu nous expliques que c'est pas parce qu'on parle de petites entreprises qu'il n'y en a pas des grandes, tout n'est pas qu'une question de taille. Alors effectivement, du coup, il y a cette pétition qui a été lancée à l'échelle de l'Union européenne pour militer pour un statut unique de l'entreprise dans toute l'Union européenne. Alors, cette pétition n'intervient pas à un moment anodin, elle intervient au moment du renouvellement de la Commission européenne, et donc elle vise à, bien sûr, que cette proposition soit reprise par le nouveau collège des commissaires. L'objectif, c'est d'encourager la croissance dans l'Union européenne. Alors pourquoi est-ce que on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que c'est nécessaire, puisque en principe on a ce marché commun, c'est-à-dire l'espace économique unique pour toute l'Union européenne. L'Union européenne, c'est le plus grand marché au monde avec 447 millions de consommateurs et 23 millions d'entreprises. On a célébré les 30 ans du marché commun en 2023. Mais la réalité, c'est que du point de vue administratif, eh bien, les entreprises et les startups font face à beaucoup de complexité administrative. 27 règles nationales différentes, et donc la nécessité, si on veut opérer sur le territoire de chaque pays, d'ouvrir 27 filiales. Vous imaginez que c'est extrêmement compliqué lorsqu'on est par exemple une start-up. Et du coup, c'est dans ce contexte que cette pétition a été initiée au niveau européen pour créer ce qu'on appelle EU-INC, donc c'est un statut pour les start-up européennes qui permettrait de gagner énormément de temps et d'accélérer drastiquement ce qu'on appelle le scale-up, c'est-à-dire la croissance des entreprises. C'est effectivement essentiel pour qu'en Europe, on soit compétitif par rapport à la Silicon Valley aux États-Unis, et en particulier pour être attractif vis-à-vis des fonds d'investissement. Donc l'idée qui est proposée, c'est de mettre en place un processus d'enregistrement d'entreprise qui soit totalement digitalisé et en quelques heures, un régime qui viendrait s'ajouter finalement aux 27 régimes existants.
Et vous pouvez, si vous êtes intéressé, si vous soutenez l'idée, eh bien, aller signer cette pétition sur le site eu-inc.org. Merci Max. Alors on va pas vous abandonner sans un petit point belgitude quand même. Et oui Guillaume, tu nous parles d'une affaire qui est assez rocambolesque aujourd'hui. Je ne sais pas aujourd'hui. si on parle de la taille du pont ou de la taille de l'argent qui est impliqué, mais voilà, des ouvriers, imaginez-vous une scène, des ouvriers qui rénovent un pont, ils posent des nouvelles balustrades. Jusque-là, rien d'anormal, me direz-vous. Mais on est en Belgique, il y a toujours une petite pointe de surréalisme cachée quelque part. Et ici, eh bien tout simplement, l'entreprise s'est trompée de pont. Oh non! Mais comment est-ce que c'est possible? Je veux dire, eh bien, Impossible n'est pas belge. impossible n'est pas belge. Il faut savoir qu'au-dessus du canal Charleroi-Bruxelles, 2 ponts quasi identiques se trouvent à quelques centaines de mètres l'un de l'autre. Le premier appartient à la région wallonne, le deuxième appartient à la ville de Charleroi. C'est donc sur le premier qu'il fallait notamment remplacer les garde-corps vieillissants, mais ce furent finalement ceux du second qui ont été changés par l'entreprise mandatée pour faire les travaux. Oh merde! Ah merde. Alors naturellement, c'est de la faute à personne, même s'il semble que ce soit quand même l'entreprise qui soit en tort. Et puis au final, tout est bien qui finit bien, puisque la ville de Charleroi, qui avait prévu de faire les mêmes travaux sur son pont, qui a donc été rénové par erreur, va donc payer le coût des travaux effectués, 52 000 € tout de même. Ça n'est pas une petite somme en parlant d'histoire de taille. Et on sait d'ailleurs que l'entreprise a pu entre-temps effectuer des travaux sur le deuxième pont, celui qui est de la région, comme c'était prévu à l'origine. Voilà, une histoire bien belge. Et puis dans notre prochain point belgitude, un point sur les gouvernements, puisque nous n'avons toujours pas de gouvernement fédéral, ni de gouvernement en région de Bruxelles-Capitale depuis le 9 juin. Voilà. Ouais, mais alors là, Guillaume, franchement, t'as pris le mauvais pont, quoi. Pas mal, celle-là, pas mal. Alors, on passe tout de suite à notre rubrique vie de couple. Et le premier sujet, avant qu'on parle un petit peu de notre actualité, le premier sujet, Guillaume, c'est les petits noms. À chaque situation, son petit nom. Alors oui, on s'est rendu compte de ça. Bon, on s'est fait plusieurs fois la réflexion, mais en fonction des situations, en fonction de la nature de la situation, on s'appelle différemment. Alors, par exemple, si je dis 6 surnoms. Mon amour, ça fait quel Alors là, quand Max sort ça, c'est il y a un truc qui cloche quand même. D'ailleurs, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais il y a un truc dans notre communication qui doit être amélioré. Et alors, si je dis Guillaume, pareil. En fait, mais là, il y a le ton qui joue quelque chose, mais c'est vraiment des. Alors, Guillaume, en général, il y a un truc que t'as pas bien fait. Là, c'est pas juste de la communication. Ouais, là. c'est ça. C'est au-delà de mon amour. Encore, c'est genre, dis-moi. Et c'est pareil avec nos noms de famille. On utilise nos noms de famille. Donc, on a collé nos 2 noms de famille. On va s'appeler Tartampion et Dupont, ou alors Dupont et Dupont. Quand je dis Max Dupont et Dupont. Quand ça commence comme ça en général, quand on utilise que ça se passe mal. C'est qu'il y a un truc qui cloche aussi. C'est marrant, tu oublies toujours le deuxième Dupont, mais alors par contre, sauf quand il y a un truc quand qui il y a un cloche. truc sur lequel t'es pas Max content. Dupont et Dupont, Ah oui, tiens là tu l'oublies, tu l'oublies pas. Ça. Ah, mais c'est une question de taille, tu vois. Quand on rajoute 2 noms l'un à côté de l'autre, ça pose encore plus les situations. Bah oui, c'est comme ça là, c'est comme ça la vie, c'est comme mais ça l'amour, après, c'est voilà, comme ça la vie de couple. C'est une question de ton aussi, parce que je peux t'appeler Max, comme ça. Et c'est juste pour te poser une question tout à fait anodine. Même vice-versa, tu m'appelles Guillaume. Ça marche aussi. C'est vrai. Oui, non mais c'est vraiment le ton que tu mets. Là, il y a vraiment une histoire du ton que tu mets dessus. Alors que quand je dis Max Dupont et Dupont, il n'y a pas d'échappatoire. On sait très bien qu'il y a un truc qui cloche. Bon, on vous rassure, là on prend bien sûr les exemples de quand est-ce qu'il y a des trucs qui clochent et quand des trucs qui ont été mal faits ou sur lesquels on est surpris et pas forcément très positif, mais on utilise aussi, peut-être qu'on n'utilise pas mon amour ou Guillaume, mais simplement on se dit dans les yeux je t'aime. Bah oui, ça arrive quand même le plus souvent, c'est comme ça, hein. C'est quand même ça. Bon, alors d'ailleurs, mon amour, nous avons passé une journée extraordinaire hier. Oh my. C'était une journée comme on aimerait que ce soit très très souvent. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé qu'on soit tous les deux tranquilles, qu'on n'ait pas chacun des trucs de notre côté
comme on vous l'a dit, Guillaume qu'on ne n'est pas travaille des pas, gens par que je exemple. ne travaille pas, qu'on n'est pas des gens à la maison parce qu'on a eu la chance d'avoir beaucoup d'amis et de familles qui sont passés pendant le mois d'octobre. Et donc on s'est dit, on va aller faire une journée au spa. Hein, Ouais, ça c'est un truc me souviens pas si et on en clairement, a c'est la taille déjà du parlé. massage qui a compté là. Et, et voilà, donc on a été passé une journée au spa, en gros entre 10h et 16h45. Donc quand même pas mal. Et on avait prévu un petit massage qui s'est révélé un petit peu long, mais parce que c'était le massage qu'on avait choisi. Et donc c'était 1h15 de massage, Guillaume, 1h20 1h20, ouais. Et franchement, ça faisait du bien. Non, c'était vraiment un moment détente très, 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 très agréable. Et ensuite, on a passé la journée dans les thermes, le reste de la journée dans les thermes, et c'était très chouette. Il faisait pas très, très chaud, mais bon, quand on passe de sauna en même temps, ça à va. 70, 80, 90 degrés, dans l'eau un peu glacée pour faire un petit choc thermique, Un tout petit dans peu. la piscine, dans les jacuzzis, sur les transats, c'était assez chouette en fait. Ouais, on passe un bon moment. Voilà, donc ça fait partie de nos petits jardins de couple, de comment est-ce qu'on passe un moment relax tous les deux. Non, puis on a fait toute une journée finalement relax jusqu'au bout. Parce que ce qui compte, c'est pas faux. après qu'on soit parti de là-bas, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'après, on pourrait retourner dans nos routines habituelles, mais que nenni! Que nenni, parce qu'on a enchaîné encore 3 choses. Par un chocolat chaud. Et ça, clairement, c'est les petits... oui, un gros chocolat chaud. Ça, c'est les petits plaisirs de l'automne et de l'hiver, quand même, le chocolat chaud. Avec... Donc, alors attention, parce que c'est pas n'importe quel chocolat chaud. C'est le chocolat chaud où tu mets les billes de chocolat au fond, tu verses le lait chaud et tu rajoutes, Guillaume, les petits marshmallows, des mini marshmallows plein de couleurs, ça tombait bien pour Halloween. Voilà. Qu'on pose dessus, puis après tu manges ça en même temps que tu bois ton chocolat, c'est trop bon. Super. On a accompagné ça de le point recette. 2 petits cookies qui restaient. Et là pour le coup, c'est pas la taille qui compte parce qu'ils sont petits, mais alors qu'est-ce que c'est bon. On a accompagné ça de 2 cookies qui restaient d'un truc précédent. Ensuite, très pratique les boîtes en métal pour la conservation. 2 semaines après, ils étaient aussi bons. Ouais, ça c'était chouette. Bon, après on a enchaîné un peu plus tard quand même, parce qu'entre-temps on a lu, tout ça c'était chouette, avec de la musique. On a enchaîné par une petite soirée raclette. Absolument. Pour bien clôturer... Ah non, même pas clôturer, pour bien enchaîner. Voilà, et bon, c'était juste pour finir les restes. Parce qu'on a... C'était juste pour finir les restes. C'est ça, mais on a quand même sorti l'appareil de 12 pour 2. Oui, c'est vrai, parce que... Et tu comprends, on a des appareils avec des bougies. Des appareils simples avec des bougies, mais ça grille pas du coup. Voilà. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça dépanne quoi, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et on a terminé par un petit film qu'on adore, Guillaume. Oui, on a... Un de nos films favoris. Rompons avec les traditions qui veut qu'on ne commence pas Noël avant le 24 novembre. Nous avons donc... Une exception. C'est ça, c'est une exception. Max me l'a bien fait comprendre, et même s'il est à l'initiative de la demande qu'on regarde ça, et j'insiste pour que ce soit dit, j'ai décidé de ne pas chercher à négocier, et nous avons donc regardé Make the Yuletide Gay, qui est notre film favori de Noël, voilà, un peu en avance, mais bon, pourquoi pas, c'était la meilleure façon de finir cette journée finalement. Hein. Exactement, c'était trop bien. Et après on s'est couché pas trop tard. Et ce matin, on allait courir. C'était magnifique. Voilà, vous saurez tout sur notre week-end, du coup. Tout à fait. Et pour en savoir encore plus, d'ailleurs, après être allé courir, on a un secret à vous donner. Oui, alors, vous savez... aller courir, c'est voilà, la raclette, c'est le réconfort. Puis après le réconfort, vous avez l'effort, la course. Et puis après l'effort, vous avez le réconfort. À nouveau, oui, c'est important. Du coup, on s'est fait des pancakes et on voulait vous partager un petit secret. Sur comment réussir les pancakes, parce que vous vous souvenez, quand on avait été au Québec, on a fait pas mal de pancakes, mais bon, c'était assez simple. On prenait la poudre déjà toute préparée, on rajoutait un peu de lait, de l'eau. Je sais plus, de l'eau ou du lait, un des deux. Je crois que c'était de l'eau, mais je crois que c'était de l'eau. On n'avait pas acheté de lait.
Et c'était très bien, je veux voilà, dire. les pancakes étaient très bons. Correct. Mais du coup, ici, c'est les pancakes tout fait maison. On avait essayé un petit peu ça. Ils étaient pas très, comment dire, pas très légers, pas très, enfin, voilà, ils n'avaient pas gonflé beaucoup. Et on nous a donné le secret qui tue sa maman. Et le secret, on va vous le partager aujourd'hui. Tadadadadam. Eh ben, c'est les œufs. C'est Et les... pas n'importe quoi. Bah oui, exactement. C'est les Les blancs d'œufs. en neige. Voilà. Alors, Alors, ça peut paraître tout à fait extraordinaire de mettre des blancs en neige dans des pancakes, mais en Mais fait, c'est toute la différence entre un ça fait pancake toute la différence. tout paf et un pancake tout fluffy. Exactement. Et donc, c'était super bon. Avec du sirop d'érable local. Avec du sirop d'érable à la vanille qu'on a rapporté du Québec. Et franchement, c'était juste trop bon. Mm. D'ailleurs, il en reste parce que la recette, elle était un petit peu gourmande. Donc, il en reste pour demain matin. Voilà, donc du coup, on va faire diète à midi. Probablement qu'on va sauter un repas. J'ai faim. Bref. Voilà, écoutez, si vous avez des petits noms dans votre couple que vous utilisez ou des manières des tons et tout ça, racontez-nous. Si vous avez des petites recettes sur vos pancakes, je sais pas moi, vous mettez des myrtilles ou vous mettez des petits, comment on appelle ça, des trucs de chocolat, des pépites de chocolat. Quand vous faites, voilà, ou si vous mettez autre chose que du sirop d'érable, moi j'en sais rien, du caramel, du chocolat, de lemon curd. Racontez-nous un petit peu comment vous aimez vos pancakes. Si vous avez, je sais pas, votre petit jardin secret à vous pour vous détendre, racontez-nous. Envoyez-nous un petit message et puis peut-être qu'on fera un débrief la prochaine fois. Absolument. Et puis, voilà. Vu l'heure, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein, pas de petite rubrique à la fin. Et tout à fait. C'est déjà la fin de ce 5e épisode de la saison 6. Un épisode dont c'est pas la taille qui compte, même si on aura plutôt bien respecté notre timing, je pense, au final. Pour une fois. Hein, quand on compare avec tous nos épisodes de cette saison, ils étaient quand même plutôt longs. C'est ça. Alors si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Et comme d'habitude, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le faire découvrir autour de vous. N'hésitez pas à nous mettre une note ou des étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou votre logiciel de podcast préféré. Un like sur YouTube, puisqu'on y poste le podcast en audio. Et bien sûr sur notre compte Twitter ou un pouce bleu sur Facebook. Et surtout, partagez. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus au taquet. Alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous et rappelez-vous, c'est pas la taille qui compte, quoique.